Bien, bonjour tout le monde. Je ne suis pas Diane Bernard, qui devait présider cette séance, mais malheureusement est indisposée. Elle m'a demandé de la remplacer au pied levé. Donc je vais faire de mon mieux pour vous présenter notre oratrice de ce jour, qui est Marion Worms. Marion Worms est maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je ne dis pour rien dans ce cas-là. Alors, elle est docteur en philosophie. Elle a d'abord étudié les questions de philosophie générale des sciences relatives à la représentation scientifique. Elle s'est aussi saisie des problèmes épistémologiques posés par la dimension collective de la recherche scientifique, avec une attention particulière pour le rôle du témoignage et de la confiance dans l'établissement des connaissances. Ses recherches l'ont conduite à s'intéresser aux sciences cognitives, et plus précisément à la psychologie du raisonnement et à la cognition sociale. En 2022, on arrive à ce qui nous intéresse plus spécifiquement. Elle a rédigé un mémoire sur le raisonnement probatoire des juges en France, dont une partie est consacrée à l'examen critique de certains arguments, où soutient la thèse selon laquelle la vérité judiciaire serait distincte de la vérité tout court. Et la tâche probatoire du juge ne devrait pas être guidée par la recherche de cette dernière. Avec ma casquette de juge, je suis particulièrement intéressé d'entendre ce que vous avez à nous dire sur le sujet. Et je vous remercie d'ores et déjà d'avoir accepté de venir et de nous exposer la question de la vérité judiciaire avec un point de vue épistémologique sur le sujet. Merci d'avance. Merci beaucoup. Alors merci à Diane qui est absente, à Jérémy d'avoir remplacé Diane au pied levé, d'avoir fait m'avoir présenté de façon aussi précise et exacte et complète. Et merci beaucoup. Alors, effectivement, donc, je redirai peut-être quelques mots de ma perspective de philosophe des sciences sur la question. Et comme donc l'a dit Jérémy, le cœur de mon propos va consister à vous proposer une approche critique de certains discours relatifs à ce qu'on peut appeler la vérité judiciaire ou la vérité juridique, dont il n'est même pas tout à fait certain que ce soit défini exactement la même chose. Et ça m'amènera à dire aussi quelques mots de la notion d'intime conviction. Alors, je précise effectivement que, je le préciserai plus tard, la question de la localisation de mon propos en France, parce que je connais beaucoup, je peux préciser d'emblée que je connais beaucoup moins bien, voire pas du tout le droit belge, et donc je vous prie de m'excuser si je dis des choses qui sont inexactes ou non pertinentes pour le droit belge, et je serais très heureuse que vous m'en disiez plus, donc on va faire comme si on était en France. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais ça me met tout à fait à l'aise, parce que comme je pense qu'il y a certains propos qui peuvent être vus, c'est pas à dessein provocateur, mais j'arrive dans un monde, au fond, que je commence un peu plus à connaître, le droit et le droit français, mais malgré tout, je suis pas du tout juriste au départ, et donc il y a des choses qui m'apparaissent parfois comme des évidences, ou comme des bizarreries, que je présente comme telles, et ça peut parfois... je dirais pas choquer, je vais rien dire de complètement choquant, mais ça peut, il pourrait y avoir peut-être un aspect un tout petit peu provocateur, mais peut-être même involontairement de mon propos, et je me sens tout à fait prémunie contre ça, puisque je ne suis pas en France et que ça ne parle que du droit français. Plaisanterie à part, avant d'entrer je vous donnerai pas mal de présenterai des propos préliminaires, encore une fois, sur ma perspective, et plus généralement, pas seulement sur la vérité judiciaire, mais sur ce que j'appelle le raisonnement probatoire, ou le raisonnement sur les faits, sur les preuves, qui est vraiment ce qui m'intéresse. Donc je vous en dirai quelques mots. Mais bon, avant quand même d'entrer dans ces considérations-là, disons en guise d'introduction, mon propos est parti en quelque sorte, le propos que je vais vous présenter aujourd'hui, peut être présenté comme partant d'une forme d'étonnement de la philosophe des sciences ou épistémologue que je suis face à l'usage courant, à certains usages courants de l'expression vérité judiciaire ou vérité juridique, qu'on oppose souvent à la vérité, alors tantôt la vérité tout court, tantôt la vérité, pas la vérité vraie, mais la vérité avec un grand V, ou la vérité parfois scientifique. Pour moi, c'est intriguant et étrange, et je vous en dirai davantage. Toujours est-il qu'en première approche, en première impression, quand... face à des discours qui suggèrent que la vérité judiciaire n'est pas la vérité, il semble, ma première interprétation, mais je vais l'affiner, serait... j'en retire l'impression selon laquelle cette vérité judiciaire serait en quelque sorte intouchable. Alors,
évidemment par la nécessité de l'autorité, de la stabilité juridique, hein, ça je comprends très bien, mais aussi qu'en un sens, elle ne peut pas prétendre à un vrai statut de vérité, si tant est que ça veut dire quelque chose, en raison de tout un ensemble de limitations ou de contraintes qui s'imposeraient aux juges, hein, chargés de dire cette vérité judiciaire. En très très gros, je vais revenir là-dessus, hein, là c'est vraiment à gros traits, ce sont ce genre de considérations que je voudrais un petit peu examiner et dont je voudrais montrer qu'elles sont selon moi infondées et reposent à mon avis sur des malentendus. Je ne suis pas persuadée que ce soit une différence, que ce que je vais exprimer soit des différences d'opinion, de thèse, mais plutôt des malentendus sur des mots, mais peut-être pas, on va voir. En tout cas, pour parler de ça, il me faut dire quelques mots de la preuve, de la question des faits, de la question de la preuve, et de la question du raisonnement sur les faits et sur les preuves au tribunal. Et je pense que pour ça, le plus simple et le plus naturel, c'est de commencer par vous exposer ma perspective sur ces questions. Donc, comme vous a déjà été dit, je suis initialement philosophe des sciences, donc je ne vais pas vous faire un cours de philosophie des sciences, mais grosso modo, il s'agit, il y a des tas de questions en philosophie des sciences, mais elles concernent toutes, elles relèvent toutes, au sens large, d'une étude, d'analyse des méthodes et du raisonnement scientifique, de la manière dont les scientifiques formulent des hypothèses, les confrontent à l'expérience, les affinent, les modifient, les considèrent comme confirmées ou non, les abandonnent, etc., etc. Et puis, en un examen aussi de ce que sont ces hypothèses et ces théories scientifiques, ce qu'elles représentent, comment elles représentent. Bon. Et traditionnellement, là, maintenant laissons un instant les sciences de côté. Traditionnellement, quand on s'intéresse à la connaissance, au sens, quand le philosophe s'intéresse à la connaissance et à la manière dont nous, humains, sujets connaissants, arrivons à former des connaissances, à nous représenter le monde et arrivons à, tant bien que mal, à obtenir des représentations exactes de la réalité ou la manière dont nous tendons à cela, la philosophie, quand elle réfléchit à cela, cherche à énoncer les normes du raisonnement correct. Il n'y a rien de révolutionnaire à ce que je vous dis là, mais si je vous dis ça, c'est parce que, toujours encore une fois, traditionnellement, la philosophie, en tant qu'elle s'intéresse à la connaissance, à la rationalité, même à la vérité, a eu tendance à se focaliser sur le scientifique, comme, disons, incarnation de la science comme incarnation de ce qu'on a fait de mieux pour arriver à essayer d'avoir une représentation exacte de la réalité. Bon. Et en fait, une des motivations initiales de mon intérêt pour le juge et le raisonnement au tribunal, c'est qu'il m'est apparu que, par moi toute seule, je ne suis pas la seule à m'être dit ça, mais c'est assez minoritaire quand même en philosophie de la connaissance, que le juge est, au sens très large, la personne chargée de juger, donc incluant aussi le juré, hein, c'est pas forcément le magistrat professionnel, chargé de établir des faits au tribunal, me semble être un objet aussi intéressant pour étudier ce que c'est que le raisonnement sur les faits, le raisonnement sur les preuves, comment on en arrive à se faire une idée de ce qu'il s'est passé ou de ce qu'il se passe en général dans le monde pour ensuite, évidemment, prendre une décision. Donc au début, je m'y suis intéressée en philosophe, donc je me suis intéressée à une image d'Épinal du juge ou du juré, à ce personnage qui a des éléments de preuve et qui, sur la base de ces éléments, doit arriver à se dire, c'est ça qui s'est passé, et puis alors, si c'est ça qui s'est passé, ça relève, c'est de cette manière-là qu'on doit le qualifier juridiquement. Et puis en fait, j'ai été portée à m'intéresser vraiment au droit, et à ce que dit le droit, donc tout ça pour dire qu'au début, mon intérêt pour le droit n'était pas pour le droit, mais pour ce que le juge nous apprend sur ce que c'est que raisonner, sur les faits. Et puis je me suis intéressée, j'en suis venue à m'intéresser à ce que dit le droit, ce que dit le droit positif au sujet de la preuve. Et là, je me suis aperçue, en tout cas en France, que c'était un véritable point aveugle, en fait, de la réflexion juridique, en tout cas française. Alors, il existe évidemment des dispositions sur la preuve, mais disons qu'elles encadrent la manière dont on va apporter les preuves, enfin elles apportent tout, ou alors il y a toutes les dispositions, mais ça je ne vais pas en parler trop longuement parce que c'est un peu hors de mon sujet aujourd'hui, mais il existe des dispositions sur la charge de la preuve, sur la manière, sur l'administration de la preuve, mais la question du raisonnement sur les preuves, la question de ce qu'on fait
de la manière dont on les évalue, dont on les articule entre elles et dont on arrive, tant bien que mal, à arrêter son jugement sur une certaine idée de ce qui s'est passé, une certaine représentation des faits. C'est quelque chose à propos de quoi le droit est silencieux. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça, et auxquelles j'ai réfléchi, et que j'ai pas mal étudié, mais je pense que si je les expose maintenant pour en parler peut-être après, ça me détournera de mon propos principal, qui est donc ces questions de vérité. Mais j'espère que vous voyez quand même le lien est assez, je pense, évident. Et avant d'en venir donc à ces questions sur la vérité, je voudrais vous dire quelques mots de ce que j'entends. Je voudrais préciser un petit peu ce que j'entends par raisonnement probatoire. Puis après, j'en reviendrai quand même à ces questions de vérité. En fait, ce que j'appelle raisonnement probatoire, alors, ne se restreint pas du tout au travail du juge. Enfin, ça ne s'applique pas seulement au juge. Ce que j'appelle raisonnement probatoire, c'est quelque chose de très large et de très commun. C'est toutes les inférences, les opérations mentales que nous menons, aussi bien dans la vie quotidienne qu'au tribunal qu'au laboratoire pour les scientifiques, qui consistent en partant d'un ensemble d'éléments d'information factuelle à en chercher des explications, formuler des hypothèses, et puis confronter ces hypothèses à la réalité pour savoir si elles se confirment ou non, pour finalement arriver à nous faire une idée de ce qui s'est passé. Et ça peut être vraiment, tiens, il y avait de la lumière, d'un coup le ciel s'obscurcit, peut-être qu'il y a un nuage qui est passé, formulation d'hypothèse, non, prédiction, si mon hypothèse selon laquelle un nuage est passé est vraie, alors si je me penche, je devrais apercevoir un nuage, expérience, je me penche, est-ce que j'aperçois un nuage ou non, est-ce que mon hypothèse est confirmée ou non. Et en gros, on le fait tout le temps, ça. Ça, c'est très général. Maintenant, dire que je m'intéresse au raisonnement probatoire du juge, c'est dire que je m'intéresse en fait pratiquement à tout ce que ne recouvre pas l'expression couramment utilisée de raisonnement juridique. Si je ne m'abuse, en tout cas en France, quand on parle de raisonnement juridique, on parle de tout sauf de ça. On parle de la manière, alors typiquement le syllogisme juridique qui consiste à appliquer une règle de droit à un cas et à en tirer les conséquences juridiques. Donc disons que le raisonnement juridique, ce qu'on appelle couramment raisonnement juridique, c'est plutôt l'articulation de notions juridiques. C'est un raisonnement sur des notions juridiques et éventuellement leur application à une situation de fait, mais en aucun cas l'établissement de cette situation de fait. Donc, pour ainsi dire, le raisonnement probatoire, c'est tout ce qui va conduire à l'établissement d'une proposition factuelle, à l'établissement de voilà les faits. C'est tout ce qui est, alors selon la perspective dans laquelle on se situe, en amont ou en aval de l'articulation des concepts juridiques, mais en tout cas, pour le dire de manière un peu extrême, c'est tout ce qui n'est pas juridique dans le raisonnement du juge. Bon. Ce qui peut donner effectivement une réponse assez... Enfin, un premier élément de réponse assez évident à pourquoi le droit ne s'y intéresse pas, parce que justement, c'est pas du juridique en fait. Mais là, il y a tout un tas de problèmes qui se posent à mon avis, qui sont que si on considère que la partie du raisonnement du juge qui consiste en gros sur la base des éléments factuels dont il dispose à arriver à une conclusion factuelle sur ce qui s'est passé ou ce qui est le cas, soit c'est pas du tout du juridique et alors le juge quand il raisonne sur les faits il est comme tout un chacun et en ce sens, ce que par ailleurs j'aurais tendance à penser, j'ai plutôt une hypothèse disons unitaire sur le raisonnement probatoire, mais dans ce cas, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse des normes du raisonnement probatoire, de ce que c'est que bien raisonner sur les faits, parce qu'on aimerait bien que le juge y raisonne bien sur les faits avant d'y appliquer le droit, avant de dire le droit. Soit il y a quelque chose de spécifique au juridique, soit parce qu'il est contraint par le fait qu'il fait ça dans un contexte juridique, soit, je ne sais pas pour quelle autre raison, mais il y aurait quelque chose de spécifique. Dans ce cas-là, ça relève un peu du droit. Enfin, en tout cas, il me semble que, d'une manière ou d'une autre, le raisonnement probatoire du juge ne peut pas être laissé comme une espèce de boîte noire, conservé comme une espèce de boîte noire. Et bon, donc ça, c'est des choses qui m'intéressent, disons, plus généralement. Quoi qu'il en soit,
à propos donc encore une fois de la spécificité ou de la non-spécificité de la partie établissement des faits dans le raisonnement du juge, il est clair que, disons, que ce soit le juge civil appelé à régler des litiges ou le juge pénal appelé à se prononcer sur la culpabilité d'un prévenu ou d'un accusé et le cas échéant à prononcer une peine, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il faut examiner des questions de fait. Alors, quand les faits eux-mêmes font débat, soit que les parties au litige ne soient pas d'accord, soit que le prévenu ou l'accusé conteste les faits reprochés, le juge doit examiner des éléments de preuve apportés pour établir ces faits. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand je parle de raisonnement probatoire. Alors, je ne nie évidemment pas du tout que ces faits, dans le cadre du tribunal, sont indiscutablement enserrés dans des qualifications. Au civil, ils sont allégués par les parties, et le juge n'examinera que ceux qu'il jugera pertinents. Et au pénal, on examine ces faits, on examine ce qui entre dans des hypothèses, dans les scénarios de l'accusation, de la défense. En ce sens, il va de soi que le raisonnement sur les faits du juge est très orienté par les hypothèses examinées. Et qui plus est, il n'est pas du tout évident que le travail d'établissement des faits précède chronologiquement celui de la qualification. Tout ça, je ne le conteste pas, mais reste qu'il y a bien au fondement de ce qui va servir à dire le droit, des faits matériels, des faits pour ainsi dire bruts, pré-juridiques, et avant de pouvoir affirmer qu'un comportement est fautif et en tirer des conséquences juridiques, trivialement, il faut s'assurer que ce comportement a bien eu lieu. Bon, c'est aussi bête et simple que ça, ce que je veux dire. Que les choses se sont déroulées d'une certaine manière. Alors, donc, pour revenir à ce que je vous disais, j'ai un petit peu anticipé quand j'ai dit, finalement, on peut dire, oui, mais c'est une partie qui n'est pas juridique. Certes, mais ça reste une partie importante du travail du juge. On peut aussi dire non, mais alors il faut surtout rien en dire et ne pas l'encadrer parce que c'est la liberté de la preuve, la liberté du juge. Donc le juge, en ce qui concerne les questions de fait, en tout cas en droit français, mais je crois aussi en droit belge, la preuve est libre et c'est l'appréciation souveraine du juge. D'ailleurs, pas de contrôle en cassation. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui, en quelque sorte, prémunissent le raisonnement probatoire du juge de toute forme de contrainte en quelque sorte externe. La notion d'intime conviction, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. Mais bon, c'est vraiment cet objet-là qui m'intéresse et que je cherche à regarder. J'y reviendrai ensuite. En tout cas, une autre réponse, disons un autre élément de perplexité vis-à-vis de ma perspective, qui consiste à dire, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement sur les faits, et en quelque sorte, je le regarde indépendamment du raisonnement juridique, du raisonnement sur le droit. On peut me faire la réponse, disons une réponse à saveur un peu postmoderne, qui consiste à dire, il est totalement illusoire de vouloir séparer le droit du fait. On ne peut pas examiner les faits indépendamment d'une qualification juridique. Ça n'a pas de sens. Le fait est toujours déjà enserré le fait est toujours déjà juridique. Il est enserré dans des grilles d'interprétation. Et par conséquent, la conclusion du juge n'est pas la vérité, mais la vérité judiciaire. Elle est d'un autre ordre. Elle est d'un ordre judiciaire, juridique. Et ça n'a pas de sens de s'interroger sur la vérité des propositions factuelles, sur l'exactitude d'une représentation des faits, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, comme vous l'aurez peut-être pressenti, c'est contre ce genre pour le dire de manière très simple, je ne suis pas d'accord avec ce genre de perspective. En tout cas, ma perspective est clairement différente. Et maintenant, je voudrais vous en donner quelques éléments. Alors, j'ai à peine regardé ma montre. Je veux bien que vous me disiez à quelle heure vous souhaitez que je me taise. Par ailleurs, je veux bien que vous m'interrompiez dès qu'il y a des questions plus... Enfin, je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais... Généralement, on vous laisse parler jusqu'au bout et puis il y a un temps d'échange, mais vous Okay. avez certainement, je dirais, encore 25 minutes. D'accord. Ok. Pour avoir laissé une petite demi-heure d'échange. Ok, très bien. Au moins. Oui, non, mais je vais essayer de ne pas apprendre plus parce que je voudrais aussi pouvoir être sûr que qu'il y ait un échange possible. Alors, j'arrête pas de repousser le moment où je vais en venir à ces questions de vérité, mais je vais y venir. Pour ce faire, néanmoins, je voudrais clarifier quelque chose. Donc là, je sors vraiment du juridique.
Et je reviens à cette idée de raisonnement probatoire, dont j'ai donné quelques éléments rapides tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, ce que j'appelle raisonnement probatoire, c'est beaucoup plus large que celui du juge. C'est vraiment l'activité sur la base d'un ensemble de faits, d'informations factuelles, qui consiste à tirer des conclusions factuelles, soit pour répondre à un étonnement, soit pour fournir une explication, soit pour prendre une décision. Donc typiquement, je me demande si, enfin, je veux savoir si je prends mon parapluie pour sortir dans la rue. Je veux savoir. Afin de décider de prendre ou non mon parapluie, j'ai besoin de savoir si il va pleuvoir cet après-midi. Bon, pour savoir s'il va pleuvoir cet après-midi, je vais regarder la météo, regarder le ciel, me demander en quel mois on est et à quel endroit on est, et puis je vais évaluer quelque chose comme une probabilité comme un risque de pluie, puis en fonction de cette conclusion, je vais décider ou non de prendre mon parapluie. Bon, ça, c'est du raisonnement probatoire. Et comme il doit apparaître, et c'est l'essentiel de ce que je veux vous dire avant de revenir à la question du juge, dès lors qu'on parle des faits, même si certains sont quasi certains, dès lors qu'on parle de questions factuelles, on est dans l'incertain. Donc, l'exemple de la pluie, il est évidemment très parlant de ce point de vue-là, mais en fait, il n'y a rien de factuel dont on puisse être aussi certain que du fait que 2 et 2 font 4. Parce que c'est toujours concevable, il est toujours concevable qu'on se soit trompé, qu'on ait mal vu, qu'on se souvienne mal, que, en fait, même si tous les éléments indiquaient que telle chose s'était déroulée, en fait, le scénario le plus abracadabrant qui soit, c'est ça, enfin, correspond en réalité à la réalité. Et là, vous avez toutes les histoires, on en revient au tribunal, parce que toutes les histoires de films, de procès, enfin pas toutes, mais ou de romans policiers nous donnent des exemples de situations où tout tendait à suggérer qu'un tel avait tué bidule, et en fait, il se trouve que c'est pas ça qui s'est passé, et que cette hypothèse complètement invraisemblable, en fait, elle est en fait vraie. Et bon, donc là, vous voyez à quoi je fais référence, mais sans aller jusque-là, ce sur quoi je voulais insister, c'est cette double dimension, ce double aspect du raisonnement sur les faits, aussi bien quotidiennement qu'au tribunal, dont les conclusions sont irréductiblement incertaines, et à propos desquelles néanmoins il faut qu'on s'arrête pour prendre des décisions. Alors bon, pour le juge, c'est évident, mais en réalité, dans la vie quotidienne, on n'arrête pas de faire ça. Je ne vais pas attendre la certitude qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas pour décider ou non de prendre mon parapluie. Et qu'est-ce qui va faire que je décide ou non de prendre mon parapluie ? Une certaine évaluation du risque de pluie, jointe à des considérations qui ne sont plus du tout de l'ordre du factuel, mais de l'ordre de mes préférences, ce qu'on peut appeler les valeurs en un sens large, à savoir à quel point ça m'ennuie de porter mon parapluie pour rien s'il pleut pas, versus à quel point ça m'ennuie d'être mouillé s'il pleut et que j'ai pas pris mon parapluie. Bon, et là, chacun aura un seuil différent, en fait. Certains d'entre nous, tant qu'on n'est pas certain qu'il pleut, on ne prend pas notre parapluie. Inversement, d'autres, un petit risque de pluie nous suffit à prendre notre parapluie. Mais en tout cas, ce sur quoi je veux insister, c'est cette double dimension qui est évaluation d'un risque, ou d'une plausibilité, d'une probabilité, et décision. Décision qui va dépendre à la fois de ce niveau de risque, de probabilité, et de choses qui ne sont plus de l'ordre, encore une fois, du factuel, mais des conséquences, en termes de théorie de la décision, des coûts et des bénéfices attendus des différents scénarios possibles qui en découlent. Bon. Ça, pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment le raisonnement probatoire dans absolument toutes les situations. Je vais évidemment vous donner quelques éléments de plus. Mais pour nous rapprocher de la question de la vérité, et de ce que j'entends par là, et de ce que je veux dire par là à propos de la vérité judiciaire, toutes les propositions factuelles, par exemple, il pleut, ou il va pleuvoir, ou O.J. Simpson a tué sa femme, ou elles ont toutes une valeur de vérité, ce qui veut dire qu'elles sont vraies ou fausses. Il est vrai ou il est faux qu'il pleuvra dans 2 heures. À l'heure actuelle, on ne le sait pas. Enfin, dans 2 heures, ça sera le cas qu'il pleut, ou ça, pardon pour l'expression, ou ça ne sera pas le cas qu'il pleut. Bon, donc il est vrai ou il est faux que O.J. Simpson a tué sa femme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, de ce point de vue-là,
je ne tiens pas un discours relativiste. Je ne pense pas que ça dépend des perspectives. O.J. Simpson, il a ou il n'a pas tué sa femme. En revanche, d'aucune façon, nous ne pourrons atteindre une certitude totale à ce sujet. D'aucune façon. Et on peut même dire que O.J. Simpson lui-même n'a pas une connaissance. Il peut avoir la mémoire qui le trompe. Donc, dès lors qu'on est dans le factuel, on ne peut pas avoir une certitude de l'ordre du 100%. En gros, on ne peut avoir de certitude de l'ordre du 100% que dans les relations, ce que Hume appelait les relations d'idées. C'est-à-dire ce qui ne fait pas appel au factuel. 2 et 2 font 4. Parce que 2 et 2 ne font pas 4 n'est pas concevable. Mais tout ce qui n'est pas de cet ordre-là est incertain. Évidemment, il y a des choses plus ou moins incertaines, hein, évidemment. Et dans la vie de tous les jours, comme au tribunal, à chaque instant, on doit prendre des décisions. Certes, des décisions plus ou moins importantes. Hein. Traverser la rue ou pas traverser la rue, attendre 2 minutes, attendre que le feu soit rouge, ou bien se dire non mais là je vois pas de voiture arriver donc je décide de traverser. Prendre ou non mon parapluie, changer la pile d'un appareil ou s'assurer plutôt que c'est pas d'abord une mauvaise connexion. Enfin, on prend des décisions. Chaque action est une décision. Et chacune de ces actions, des décisions qui président à chaque action, repose sur une évaluation de ce qui se passe factuellement. Si je crois pas qu'il n'y a pas... je crois qu'il y a ma boîte à lunettes là, je décide de la prendre. C'est très trivial ce que je dis là, mais c'est juste pour vous dire que cette structure-là, en quelque sorte de manière évidemment beaucoup plus complexe, c'est aussi ce qui se passe quand on doit établir qu'il s'est passé ceci ou cela et prendre une décision sur cette base-là. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'au fond, le juge au tribunal, il y a aussi, une grosse partie de son travail, c'est aussi du raisonnement probatoire au même titre, mais avec évidemment des spécificités, de ce qui se passe au tribunal. Une des difficultés liées au fait que nos conclusions seront forcément incertaines, est liée au fait qu'au fond, on n'a que des éléments, des indices en quelque sorte qui nous permettent de... on a tout un ensemble d'indices et d'éléments de preuve qui nous permettent, sur la base desquels on va raisonner, qu'on va articuler entre eux pour arriver à une conclusion. Et là, pour le coup, la situation du tribunal est plus parlante, et notamment les situations très, encore une fois, image d'Épinal, hein, du juré dans un procès. On a plein d'indices, on a plein d'éléments, il y a des trous dans l'histoire, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais il y a telle et telle et telle chose. Madame Machin a dit qu'elle l'avait vu au cinéma, mais en fait, le programme du cinéma indique que le film commençait à telle heure et pas à telle heure, donc là, il y a une contradiction. Oui, mais c'est conforté. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Or, pour passer dans notre raisonnement d'un ensemble d'éléments à une conclusion, on suit toute une chaîne. Et même plus qu'une chaîne, ça se présente plutôt sous la forme de réseau. Parce qu'on peut avoir des éléments de ce qu'on appelle des éléments de preuve, qui ne nous renseignent pas directement sur est-ce que O.J. Simpson a tué sa femme ou pas, mais sur la crédibilité de tel témoin qui nous dit quelque chose qui est pertinent uniquement de manière très indirecte. Donc on peut vraiment se représenter cette chose-là sous la forme d'un réseau. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en réalité, chaque passage en quelque sorte entre chaque nœud du réseau est incertain. Il y a des passages plus ou moins certains, mais chaque passage est incertain. Et en ce sens, chaque passage peut se justifier comme ne pas se justifier. Je vais prendre un exemple que j'aime bien. C'est dans... Bon, alors c'est pas du tout le passage le plus spectaculaire, mais c'est dans une pièce d'Agatha Christie qui a donné lieu à un film par Billy Wilder, dont certains, j'imagine, l'ont déjà vu, parmi vous l'ont vu, qui est Témoin à charge. C'est pas du tout le gros nœud de l'intrigue dont je vais vous parler, c'est une anecdote dedans. En gros, il y a un jeune homme désargenté qui est accusé d'avoir tué une vieille femme riche. Et la femme de chambre de la femme riche apporte un témoignage très défavorable et affirme que donc, le jeune homme dit « Non, mais cette vieille dame me demandait souvent de mon aide pour l'aider dans ses comptes, dans ses affaires. » Et la femme de chambre dit pas du tout, elle avait besoin de personne, c'était une très bonne femme d'affaires, et c'est pas du tout vrai qu'elle lui a demandé de l'aide dans ses comptes. Et l'avocat, qui est de bonne foi convaincu de l'innocence de son client, donc on a vraiment l'impression que là on a
soit on accorde de la crédibilité à l'un des témoignages, soit à l'autre, et ils sont frontalement opposés. Soit c'est lui qui dit la vérité en disant qu'elle lui a demandé de l'aide pour ses comptes, soit c'est la femme de chambre qui dit la vérité en disant non, elle lui a pas demandé d'aide pour ses comptes parce qu'elle n'en avait pas besoin. Donc là, on peut se dire, selon ce qu'on pense de l'un et de l'autre, on va accorder la crédibilité à l'un et à l'autre, mais il y a deux options. Et alors l'avocat, ce qui est assez amusant, c'est qu'il choisit une troisième option, mais en toute bonne foi, il se dit, je pense qu'ils disent tous les deux la vérité, mais que c'est elle, la vieille dame, qui mentait en faisant croire qu'elle avait du besoin d'aide dans ses comptes parce qu'elle aimait bien le jeune homme et qu'elle avait envie qu'il vienne l'aider. Donc cet exemple-là, c'est simplement une manière de vous dire que face à un réseau d'éléments dont on ne sait pas s'ils sont crédibles, dont on essaye d'articuler la pertinence, chacun peut en quelque sorte avoir un point de vue qui n'est pas... Il peut y avoir un désaccord sur la manière dont on doit interpréter ces éléments de preuve et ce qu'on en tire, qui ne soit pas de l'ordre de l'erreur. C'est pas comme si on était en désaccord sur une démonstration mathématique, il y en a un qui se trompe et l'autre qui a raison. Parce que, en quelque sorte, la démonstration mathématique, elle est déductive et il n'y a pas le choix. Si on a ça, ça implique ça. Si t'es pas d'accord, c'est que tu as mal calculé. Là, dans le cas du factuel, non, moi j'ai une certaine expérience des vieilles dames riches et je sais qu'elles aiment bien les jeunes hommes. Toi, inversement, tu as une certaine expérience des jeunes hommes désargentés et tu sais que c'est des menteurs. Donc, notre expérience à chacun ne nous donne pas les mêmes généralisations empiriques sur le monde et ne nous pousse pas à tirer les mêmes inférences, à faire les mêmes inférences, à tirer les mêmes conclusions face à des éléments de preuve. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ça ne veut pas dire que la réponse à la question principale, qui est-ce qu'il l'a tué ou pas, il n'y a pas de bonne réponse. Il l'a tué ou il ne l'a pas tué. Mais pour arriver à nous faire une opinion sur la question, il y a plusieurs chemins qui sont défendables et on peut finalement arriver à une conclusion fausse en ayant conduit un raisonnement qui se défend et inversement. Bon. C'était vraiment sur ces choses-là que je voulais insister avant enfin d'en venir à notamment la question à la question de la vérité. Parce que tout ce préalable, il était destiné d'abord à vous expliquer un peu ce que j'entendais par raisonnement probatoire, mais aussi à insister sur trois choses essentielles. L'une, c'est que un des présupposés de mon propos, c'est qu'il y a bien une bonne réponse, au sens où si on s'interroge sur une question factuelle, est-ce que ceci s'est passé ou est-ce que ceci ne s'est pas passé, je ne propose pas ici une approche relativiste qui est ça dépend, chacun pense ce qu'il veut et selon la perspective. Non, d'un point de vue, disons, spatio-temporel, les événements se sont déroulés d'une certaine manière. Bon. En revanche, on sera toujours dans l'incertitude quant à savoir si on est arrivé à la bonne réponse ou pas. Ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas des raisonnements meilleurs que d'autres. Si vous me dites « Ah ouais, mais elle, je la crois pas parce qu'elle est blonde et toutes les blondes sont des menteuses », je vous dirais « Moi, je pense que ta généralisation empirique, elle est mal fondée. Et je pense que tu as tort de t'appuyer sur cette généralisation. Est-ce que tu as vraiment des statistiques qui t'indiquent ça ou est-ce que... » Bon. Mais on est toujours dans le factuel. Donc, voilà. Donc là, par exemple, c'est un moins bon raisonnement. Pareil, si vous vous appuyez sur le témoignage de quelqu'un pour en arriver à une conclusion, mais que par ailleurs, vous m'expliquez que ce témoignage n'est pas crédible pour un autre aspect de ce qui est dit, je dis, voilà, tu te contredis, tu peux pas t'appuyer sur ce que cette dame dit pour cette chose-là et pas pour cette chose-là. Donc, il y a des manières de se mouvoir dans ce grand réseau qui sont meilleures que d'autres, et d'autres moins bonnes. Mais, encore une fois, on n'est pas dans le domaine de la contradiction logique, ou simplement, c'est pas possible de conclure ça, ou on est obligé de conclure ça. Et, donc je vous disais, il y a trois éléments. Il y a bien une bonne réponse. 2, il n'y a pas un seul bon chemin pour y arriver. Et 3, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut décider. Il faut arrêter. Il faut décider qu'on en sait assez pour dire stop, oui, maintenant je considère que ça c'est vrai, et je vais prendre ma décision sur cette base-là. Alors maintenant, quand on en arrive à cette question de vérité judiciaire, donc, repartons de ce que je vous ai dit au début. On me disait, pour moi, il y a quelque chose d'étrange à dire, la vérité judiciaire, la vérité juridique, c'est pas la même chose que la vérité tout court, la vérité matérielle ou la vérité scientifique. Bon. Donc, ce que je voudrais faire dans le temps qui me reste, c'est examiner les différents sens qu'on peut donner à cette idée-là et pourquoi je suis
je pense qu'ils sont mal fondés, que cette idée est mal fondée. Une première chose, une première interprétation de le juge ne dit pas, la vérité juridique, donc la vérité que dit le juge n'est pas la vérité tout court, elle est complètement, en un premier sens, c'est absolument vrai et trivial. Le juge, il va dire une vérité juridiquement qualifiée. Quand on déclare quelqu'un coupable d'homicide, on fait appel à une qualification juridique qui en appelle donc à quelque chose comme une vérité juridique, c'est-à-dire qui correspond à la définition de l'homicide, par exemple l'homicide involontaire. Et là, évidemment, c'est pas seulement factuel, puisqu'il y a une qualification juridique. Si c'est juste ça qu'on veut dire quand on dit que le juge ne dit pas... ça va de pair avec l'idée que, évidemment, le but du tribunal n'est pas seulement d'établir les faits. Le but du tribunal n'est pas de dire la vérité matérielle, il est bien de dire la vérité, une vérité qualifiée, il est bien de prononcer, il est bien de dire le droit, pour le dire de manière un peu, à mon avis, non contestée, assez consensuelle. Donc si c'est ça quand on veut dire, quand on dit que les conclusions d'un tribunal, c'est la vérité juridique et c'est pas la vérité tout court, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il me semble que ça va plus loin quand on dit ça, parce que, alors en tout cas, j'ai souvent entendu et lu l'idée selon laquelle, au-delà même de ça, la vérité juridique est en quelque sorte indépendante, ou relève d'un autre ordre, et est en quelque sorte indépendante de la vérité qu'on va appeler matérielle ou brute, en tout cas la vérité non juridique, factuelle. Et il me semble qu'au cœur de ça, il y a, ce qui conduit certains à affirmer que la vérité juridique n'est pas la vérité tout court, repose sur deux types d'arguments dont j'aurais tendance à dire que l'un est un argument trop modeste et l'autre un argument trop immodeste, trop présomptueux et qui a un glissement de l'un à l'autre. Je vais m'expliquer. Ce que j'appelle les arguments modestes, c'est des arguments qui consistent à dire non mais le juge doit statuer dans un temps raisonnable, il est contraint par le fait qu'il ne peut pas se rendre coupable d'un déni de justice, il doit statuer, et il doit statuer donc dans un délai raisonnable, et puis il peut pas, il y a des tas de choses qu'il ne peut pas faire, on ne peut pas aller chercher les preuves, il y a plein de manières, il y a des preuves illicites, des preuves qu'on ne peut pas aller chercher, donc il est limité, tant de manière procédurale que du point de vue des contraintes de temps et d'obligations qui s'imposent à lui. Et puis après, je viendrai aussi à d'autres considérations sur des questions de charge de la preuve, mais j'en dirai juste deux mots. Mais ça, je pense que vous commencez à le percevoir dans ce que j'ai dit précédemment, c'est vrai, mais c'est absolument pas spécifique au juge. Tout le monde doit statuer dans un délai raisonnable, à propos d'à peu près tout ce sur quoi on doit prendre des décisions. C'est pas du tout propre au juge, et même, et c'est là que je voudrais souligner ça, même le scientifique, souvent, on oppose le juge, j'ai souvent lu ça, je peux vous citer les sources, là je le dis comme ça, mais je l'ai vraiment, j'ai les textes, consiste à dire, non mais le juge ne peut pas chercher la vérité, ne peut pas passer son temps, toute sa vie à chercher la vérité comme le scientifique. Sérieusement, le scientifique, il passe sa vie à chercher la vérité? Pas du tout. Le scientifique, il émet des hypothèses, il fait des expériences, il essaye de les confirmer, et puis quand il considère à un moment donné que son hypothèse elle est suffisamment confirmée, il écrit les résultats de son expérience, il les soumet à des pairs qui vont évaluer à quel point ça satisfait les normes de la preuve scientifique, et puis ça va donner lieu à une publication ou non. Et là, je parle du scientifique dans ses recherches, mais il est tout à fait contraint par le temps, par les moyens cognitifs, financiers, temporels. Il ne va pas passer sa vie à examiner une hypothèse avec comme but d'arriver à la certitude totale avant de l'énoncer. C'est pas du tout comme ça la science, que marche la science. Par ailleurs, qui plus est quand il doit se prononcer en tant qu'expert, quand on lui demande, mais alors, pensez aux experts du GIEC, le rapport du GIEC, on est dans l'incertitude la plus totale.
Mais à un moment donné, il faut dire telle hypothèse est quand même bien confirmée, donc oui, on peut émettre tel scénario, si on fait ceci, ça se passera comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que le scientifique aussi est face à l'incertitude, le scientifique aussi doit trancher, et ce que fait le scientifique consiste aussi en des décisions qui ont souvent des conséquences importantes. Donc l'idée que le juge doit se contenter d'une vérité de second rang, donc c'était les arguments modestes, parce qu'il est contraint par le temps, par l'obligation de décider, par l'enjeu des décisions, c'est vrai d'à peu près tout le monde dans toutes les situations. Et donc je ne sais pas très bien ce que c'est que cette vérité à laquelle on oppose une vérité insatisfaisante à laquelle on doit arriver dans un temps contraint. Donc ça c'est un premier ensemble de remarques sur ce que j'appelle les arguments en quelque sorte modestes. Il y a toujours dans les arguments que j'appelle modestes, qui consiste à dire le juge en gros n'a pas le temps, ne peut pas se permettre, est contraint, donc ne peut pas prétendre arriver à la vérité tout court. Bon. Il y a aussi des considérations d'ordre un petit peu plus substantiel sur le droit qui ont trait, disons, à la question, par exemple, de la charge de la preuve. Oui, mais le juge, il y a quand même des dispositions juridiques qui l'obligent, en certains cas, à trancher dans un sens, et parce que, en raison, par exemple, de règles relatives à la charge de la preuve. Mais en fait, le scientifique aussi, il y a des règles, même beaucoup plus en fait, en sciences, qui, notamment les règles statistiques, et qui sont des règles souvent conventionnelles, qui nous disent, tant qu'on n'a pas établi cette hypothèse avec un degré de probabilité de temps, enfin, je simplifie, je caricature un peu, on ne peut pas la considérer comme scientifiquement valide. Mais ça ne veut pas dire que lui, le scientifique, en tant que ou en tant que scientifique, mais donc d'un point de vue subjectif, ne peut pas avoir déjà la conviction que on peut très bien imaginer, et ça s'est produit d'ailleurs, je pense encore au GIEC, il y a eu une situation comme ça, où les experts du GIEC avaient connaissance de résultats intermédiaires non encore publiés, non encore complètement validés, qui indiquaient que, en gros, le risque était le risque peu importe le détail, était beaucoup plus élevé que ce que les études publiées permettaient de dire. Mais dans leur rapport, ils ne pouvaient pas se permettre de mentionner ces études intermédiaires, ces résultats intermédiaires dont ils avaient pourtant connaissance, parce que les exigences des rapports du GIEC sont de n'utiliser que des données publiées dans des revues après validation par les pairs. Donc, on se retrouve face à des gens qui ont connaissance de résultats qui leur indiquent que quand même, probablement, ça va plutôt dans ce sens-là. Enfin, donc là, le risque de ceci ou cela est plutôt plus élevé que ce qu'ils vont pouvoir dire, mais ils ne peuvent pas le dire parce que ça n'est pas validé scientifiquement. Donc il y a aussi des règles de preuve qui font que vous pouvez en arriver à ne pas valider scientifiquement n'est pas équivalent à vérité. C'est ça que je veux dire. Pas plus que juridiquement validé n'équivaut à vérité. Donc, c'était pour, disons, suggérer des limites à ce que j'appelle les arguments modestes. Donc vous avez compris pourquoi je les appelle les arguments modestes. C'est l'idée de « non mais moi je ne suis qu'un juge, je dois aller vite, mes moyens sont limités, donc je ne peux pas prétendre à la vérité à laquelle prétendent les scientifiques. » Scientifiques non plus. C'était ça le point principal. Maintenant, il y a une autre manière, de ce point de vue-là, je ne pense pas que le fait d'être contraint, vous l'avez compris, que ça autorise à dire « non mais je prétends pas avoir atteint la vérité ». Ah bah oui, bien sûr. Mais étant donné le degré de certitude que j'ai relativement à telle et telle chose, je prends telle et telle décision. Mais face à ce constat en quelque sorte du fait que ce que va dire le juge va s'appuyer sur quelque chose qui ne peut être qu'incertain, il y a quelque chose comme un glissement qui consiste à transformer cette vérité de second rang, dont doit se contenter le juge, en vérité intouchable, parce que, évidemment, et là on comprend bien, impératif de stabilité, de légitimité et d'autorité des décisions de justice, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, et il faut que la décision, l'autorité de chose jugée, enfin il faut qu'à un moment donné, on considère que ce qui a été établi ne puisse plus être remis en question.
Et là, et ça je ne conteste pas, enfin je conteste pas le fait qu'il faut qu'une décision de justice ait une autorité, c'est pas le propos. Mais pourquoi appeler ça vérité? Pourquoi avoir besoin d'en appeler à quelque chose, cette notion dont on vient de dire qu'on se contente d'une vérité de second rang, pour finalement dire, mais comme ça n'est qu'une vérité de second rang, le juge ne dit que la vérité juridique, et par contre la vérité juridique devient la vérité juridique, et on ne peut plus trop la contester. Au fond, ce qui me paraît étrange, c'est d'avoir besoin d'en appeler à cette notion de vérité pour ces choses-là. Et d'ailleurs, quand je parle de vérité, vous l'aurez compris, au fond, je prétends pas parler, je dis pas que on doit viser la vérité. Je sais pas très bien ce que c'est, la vérité. Au fond, c'est plus proposition vraie, ou représentation la plus exacte possible de la réalité. Et ça, je pense que aussi bien le scientifique que le juge doivent s'efforcer d'arriver à ça et d'asseoir leur décision là-dessus. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose comme un flou autour de cette notion de vérité quand on parle de vérité juridique. Donc pour récapituler un petit peu, il y a d'une part, oui, évidemment c'est une vérité juridique au sens de juridiquement qualifiée, bon ça évidemment pas de problème, pas seulement factuel ce que dit le juge, mais par ailleurs il y a cette espèce de jeu un petit peu flou entre je ne peux me contenter que d'une vérité de second rang, mais par ailleurs, en quelque sorte, sans faire des jeux de mots un peu faciles, la vérité passe au second rang, parce que il faut que, à un moment donné, on arrête et que ça s'impose et que notre décision ait une autorité. C'est avec quoi je suis d'accord. Mais alors pourquoi décider d'appeler ça la vérité juridique? C'est un petit peu la question que je pose au terme de tout ça. Et je me rends compte que j'ai passé plus de temps que ce que je pensais à ce que je voulais dire, donc je vais juste conclure très rapidement sur... si j'avais été moins bavarde, j'aurais parlé un petit peu de ce que je tire de tout ça, pour notamment la notion d'intime conviction et la liberté de la preuve, mais je pense qu'on pourra en parler pendant la discussion. Pour moi, au fond, on pourrait se dire que c'est qu'une question de mots. Là où je pense que c'est quand même important de préciser ces choses-là, c'est qu'en parlant ainsi en quelque sorte en disant non mais le juge n'a pas besoin ne prétend pas dire la vérité vraie, je sais pas comment l'appeler, et donc il ne dit que la vérité juridique, et finalement la vérité juridique c'est quoi? C'est ce que dit le juge. On peut en arriver à ce que j'appellerais, mais je suis pas la seule, une conception subjectiviste de la preuve, qui s'opposerait à une conception que j'appellerais rationnelle de la preuve. Pour le dire de manière rapide, pour la conception subjectiviste de la preuve, quelque chose est prouvé quand le juge est convaincu. Pour la conception rationaliste de la preuve, quelque chose est prouvé quand le juge devrait être convaincu. Et tout est dans ce jeu-là entre un juge qui est convaincu par des mauvais arguments, ça doit bien arriver, j'imagine. Ou en tout cas, bon. Et pour une certaine conception subjectiviste et même relativiste de la preuve, au fond, c'est ça. Prouver, c'est convaincre le juge. Pour une conception rationaliste qui tend à dire que même s'il n'y a pas de règles, attention, comme je l'ai dit et comme je pense l'avoir, j'espère clairement dit, je ne pense pas qu'on puisse énoncer des règles aussi précises que les règles de la déduction logique ou de la déduction mathématique, de la démonstration mathématique, et puis dire au juge tu suis tout ça, puisque précisément on est dans l'incertain, on est dans l'appréciation, on est dans le doute, on est dans le raisonnable. Donc bien sûr que le raisonnement va être humain, va être sujet à l'erreur, tout ça c'est incontestable, et c'est pour ça que oui, la preuve doit être libre, mais pour le dire de manière un peu pompeuse, la liberté de la preuve oblige. C'est pas une licence, c'est pas c'est l'intime conviction du juge, tout ce qui pourra le convaincre est bon à prendre, et c'est ça la liberté de la preuve. Je pense que la liberté de la preuve, c'est plutôt quelque chose dont on doit en quelque sorte être digne, c'est-à-dire s'efforcer de raisonner au mieux et d'être convaincu par des bonnes raisons. Et là, on entre effectivement dans le domaine de l'épistémologie et de la question du raisonnable. Et j'ai pas de feuille de route, enfin, une feuille de route, peut-être des conseils, mais des mises en garde. Mais il n'y a pas une bonne manière de raisonner. Mais dire cela ne revient pas à dire que tout se vaut, que tout raisonnement se vaut, et que, encore une fois,
juge convaincu égale preuve rapportée égale vérité juridique, pour le dire de manière un peu, encore une fois, provocatrice en conclusion. Mais je pense qu'il vaut mieux que je me taise et qu'on discute parce que j'ai l'impression de parler très vite. Et voilà, je pense que je pourrais entrer dans 1000 détails, mais que c'est plus intéressant d'échanger, sauf si vous avez rien à me dire, rien à me demander. Non, merci beaucoup tout d'abord pour... Merci à vous. Voilà, c'est parfaitement limpide. C'est vrai, bon, oui, donc tout est très clair.